Bonjour et bienvenue dans le podcast Chroniques étranges. Des histoires immersives taillées et créées spécifiquement pour le format audio. L'histoire que je vais vous conter est vieille de plus d'un siècle. Elle s'est transmise de bouche à oreille durant toutes ces années et je vais tenter de vous la transmettre de la manière la plus fidèle possible. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'ambiance pesante d'un village du 19e siècle. Un village ordinaire, ou presque. Parmi les ruelles pavées et les façades usées par le temps, il y avait une boutique d'antiquités. Une boutique bien différente des autres. Ce n'était pas seulement l'endroit où l'on venait chiner des babioles. Non. Ce qui attirait les curieux, c'était la propriétaire. Une femme que tout le monde appelait la grosse dame. Pas très élégant, je sais. Mais les surnoms, surtout à l'époque, étaient rarement choisis pour faire plaisir. Ils ne savaient pas grand-chose d'elle, ni d'où elle venait, ni pourquoi elle avait ouvert cette boutique. Mais ce qu'ils savaient, c'est qu'elle ne souriait jamais. Elle ne parlait que très peu, mais ses paroles... Ah, ses paroles... Elles marquaient au fer rouge, et c'est peu de le dire. Car la grosse dame avait un don. Certains l'ont d'abord pris pour une farce ou une manière d'attirer les curieux dans sa boutique. Puis les rumeurs ont pris de l'ampleur. Il se disait qu'elle pouvait prédire la mort. Pas seulement la façon de mourir, non. Elle donnait une date, précise. Et cette date était toujours la bonne. Les exemples ne manquent pas. Il y eut cet homme, par exemple, Paul, un bon vivant. Toujours à rire fort au café. Un jour, il est entré dans la boutique pour acheter un cadeau à sa femme. Il est ressorti blême. La grosse dame lui aurait dit ces mots. Le 18 mai, c'est ce jour-là que tu te pendras. Paul n'y a pas cru. Mais le 18 mai, on l'a retrouvé chez lui, pendu à une corde, la chaise renversée sous ses pieds. Pas de lettres. Juste son corps se balançant au plafond. Puis il y a eu Jules, un fermier qui vivait à l'écart, loin des commérages de village. Un homme tranquille, sans histoire. La grosse dame lui a prédit qu'il mourrait d'une vengeance atroce après son passage dans la boutique. 3 mois plus tard, on l'a retrouvé dans sa ferme, la porte grande ouverte et son corps au sol, la cervelle éclatée par un tir de fusil. Le sien. 2 autres morts sont venus confirmer la rumeur. Des villageois qui, un jour, avaient osé franchir le seuil de la porte de la boutique de la grosse dame. Et, chaque fois, le jour annoncé correspondait à celui de leur décès. Alors oui, on a commencé à y croire. Mais croire ne suffisait plus. La peur, elle, s'est installée. Entrer dans la boutique devenait un défi. Mais certains ne peuvent s'empêcher de tenter le diable. Parmi eux, il y avait Hervé, un homme sans famille et peu superstitieux. Ce jour-là, la pluie tombait fort. Des gouttes épaisses, bruyantes, sur les pavés du village. Hervé poussa la porte de la boutique, le manteau trempé, et secoua la tête pour se débarrasser de l'eau. Le plancher grinça sous ses bottes. Il jeta un œil autour de lui. Des pendules, des horloges au tic-tac irrégulier, des jouets anciens au sourire figé. Un bric-à-brac silencieux où chaque objet semblait l'observer. Derrière le comptoir, elle était là, la grosse dame, silencieuse, immobile. Elle ne le regardait pas directement, mais il sentait son attention sur lui. « Bonjour », lui dit Hervé d'un ton léger. Elle ne répondit pas. Hervé haussa les épaules.
Il parcourut les étagères, observant les objets. À un moment, il sentit le regard d'un homme sur lui. Un client, assis, près de l'entrée, une pipe à la main. Un vieux du village. Il le salua d'un signe de tête, et le vieil homme hocha la tête en retour, mais ne dit rien. Hervé se retourna d'un bond. Un vase venait de tomber derrière lui, éclatant en 1000 morceaux. « Tu casses, tu payes. » Hervé se tourna vers elle, incrédule. « J'ai pas touché à ce vase. » répondit-il sèchement. Elle avança lentement vers lui, ses yeux plantés dans les siens. « Il est cassé, tu payes. » Non, c'est pas moi, je paierai pas. C'est alors que le vieux monsieur à l'entrée lui lança. « Écoute-la, mon gars, écoute-la. » Mais Hervé tourna les talons et sortit en soupirant. La grosse dame, désormais sur le seuil de la porte, lui hurla. « Dans 3 jours, tu tomberas de tes escaliers et tu mourras. » Dans les petits villages de l'époque, les rumeurs se répandaient plus vite que la peste. Alors dès le premier jour, les murmures se répandirent. « Hervé, c'est lui, c'est lui. » On le regardait du coin de l'œil. Des têtes se tournaient sur son passage. Les commérages allaient bon train. Certains faisaient des paris, d'autres priaient en silence. Hervé, lui, riait jaune. Il haussait les épaules. Bande de crétins. Marmonnait-il tout bas. Mais au fond, il était un peu nerveux. Le deuxième jour était plus lourd. Au café, on ne lui adressa plus la parole. Les regards se faisaient pesants. Cette nuit-là, Hervé était sur le qui-vive. Chaque craquement de bois, chaque bruit du vent à la fenêtre le tirait de son sommeil. Vers 2 heures du matin, un bruit sec le réveilla. Il bondit du canapé. Rien. Juste le vent. Il alluma une lampe à huile et passa le reste de la nuit assis sur une chaise, les yeux rivés sur l'escalier. Le 3e jour, le village était plus silencieux que d'habitude. Hervé avait mal dormi. Cette prédiction le préoccupait bien plus qu'il ne l'aurait imaginé. En se pavanant dans le bourg, Hervé croisa un visage familier. C'était le vieil homme de la boutique, celui qui l'avait averti. « Bon courage, vieux. C'est aujourd'hui. » Hervé rentra chez lui. Cette nuit-là, il décida de dormir sur le canapé. Simple précaution. Bon, par mesure de sécurité, se disait-il. Il se coucha sur le canapé. Il dormait, lorsqu'un bruit sec le réveilla. Il se redressa, écouta. Quelque chose venait de l'étage. Hervé prit une lampe et monta. Sa respiration était plus rapide. Les marches craquaient. Il arriva en haut et fit un pas dans le couloir. Puis il sentit 2 mains puissantes le pousser. Il hurla. Son corps heurta les marches. Ses os craquèrent. Étendu au pied de l'escalier, il ne bougeait plus. Il ne pouvait qu'observer le liquide rouge qui sortait abondamment de son corps. Sa vision se brouilla, petit à petit. Mais elle était encore suffisamment nette pour lui permettre de voir une silhouette massive en haut des escaliers. Si grosse qu'elle occupait toute la largeur du couloir de l'étage. Je sais ce que vous vous dites. Comment sait-on ce qu'a vu Hervé dans son dernier souffle? Et comment cette histoire a-t-elle pu perdurer dans le temps si Hervé est mort? La réponse est simple. Il ne l'était pas. Par miracle, Hervé ouvrit ses paupières au bout de quelques heures.
Il cracha du sang par terre. La chaleur du liquide chaud sur son menton le ramena au moment présent. Il se redressa, appuyant ses mains sur les murs. Sa tête tournait, sa vision floue dansait devant ses yeux. Il souffrait terriblement. Il avait du mal à respirer, dû à l'hémorragie située au niveau de son crâne, et à ses côtes cassées, dont une transperçait même son ventre. Tout comme vous, il comprit tout à cet instant. Comment cette femme avait bâti sa réputation. Hervé le savait. Il ne lui restait plus que quelques heures à vivre, au vu de la quantité de sang qu'il était en train de perdre. Il devait aller voir un médecin au plus vite. Mais plus que l'envie de vivre, quelque chose en lui brouillait ses pensées. Il n'était aveuglé que par une seule chose, se venger. Il rassembla ses dernières forces. Rouge de sang et de colère qui l'animait, il se leva et prit le plus gros couteau de sa cuisine. Il sortit de chez lui. Une fureur sans nom l'animait et le poussait à traverser la ville. Hervé n'avait plus de force, mais la colère le portait. Il avançait, les épaules en avant, le souffle court, chaque pas lui envoyant une décharge de douleur dans les côtes. Sa main gauche pressait son flanc, cherchant à retenir le peu de sang qui lui restait. Dans l'autre main, il serrait le couteau, ses jointures blanches, comme si sa rage s'était glissée jusque dans ses paumes. Il marchait dans les ruelles. Autour de lui, les volets s'entr'ouvraient. Les visages des villageois apparaissaient dans l'ombre des fenêtres. Pas un mot, pas un bruit, seulement des regards. En cette nuit de pleine lune, il était minuit passé, et tous les villageois étaient à leurs fenêtres et regardaient cet homme avancer mécaniquement. Plus il avançait, et plus sa vision était trouble. Hervé ne voyait rien d'autre que la boutique au bout de la rue, la lumière blanche de la lune se reflétant sur ses carreaux. Il y était enfin, mais elle n'était pas là. La boutique était vide. Son souffle court résonnait entre les murs de bois. Il ouvrit les tiroirs, renversa les étagères, jusqu'à ce qu'il trouve un carnet derrière le comptoir. Il y était inscrit 5 noms et 5 dates. Paul, 18 mai. Jules, 9 juillet. Clément, 5 août. François, 30 septembre. Hervé, 8 décembre. Tous les noms étaient rayés. Il se laissa tomber sur le tabouret derrière le comptoir. Les mains tremblantes, mais le regard fixe. Son souffle haché par la colère et l'épuisement faisait vibrer la flamme d'une bougie près de lui. Il essuya le sang sec sur sa joue d'un revers de manche et serra encore plus fort son couteau. D'une véritable poigne de fer. La lame brillait faiblement dans la pénombre. Il pointa le couteau droit vers la porte d'entrée. Il n'était désormais animé que par l'idée que la grosse dame foule le seuil de la boutique pour lui planter à son tour sa lame dans sa chair. Au petit matin, nombre de villageois s'étaient agglutinés devant la vitrine de la boutique. Ce qu'ils voyaient à l'intérieur les laissait tous sans voix, tant la vision qu'ils avaient était terrifiante. Hervé se tenait assis derrière le comptoir, sa tête recouverte de sang. La rage de l'homme pouvait se voir dans ses yeux vitreux et sans âme, encore ouverts, qui fixaient l'entrée de la boutique.
il tenait encore le couteau dans sa main droite. Sans vie. Jamais plus la grosse dame n'a été revue. Ce 9 décembre, un soir de pleine lune, peut-être qu'Hervé avait brisé la malédiction. Cet homme est mort ce soir-là, assoiffé par son désir de vengeance, qu'il n'aura jamais pu assouvir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Chroniques étranges. Créer des épisodes est un véritable régal pour moi. Alors vos retours et voir que vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine à m'écouter me fait chaud au cœur. Alors encore une fois, merci de m'avoir écouté et merci à ceux qui prennent 20 secondes de leur temps pour noter les épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ou de les partager ou de s'abonner. Non seulement cela me fait extrêmement plaisir, mais ça me pousse à sortir de nouveaux épisodes toutes les semaines. Et ça permet également aux algorithmes de mettre mon travail en avant. Je vous dis à bientôt, si vous osez revenir.